Ils arrivent comme une force de la nature sur des champs de bataille lointains à travers le monde, et quand ils arrivent, l'enfer les accompagne. Au cours de la dernière décennie, et surtout ces dernières années, les mercenaires colombiens sont devenus des acteurs majeurs dans les conflits à travers le monde. Ils se sont révélés être extrêmement efficaces, très expérimentés et fortement motivés à accepter un rôle en première ligne. Des tranchées d'Ukraine au désert du Soudan, les mercenaires colombiens se sont montrés particulièrement disposés à participer à certains des conflits les plus sombres du monde, bien que leur gouvernement affirme ne pas être responsable de leurs actes. Avec la montée de nouveaux conflits mondiaux, ces mercenaires sont désormais l'exportation la plus notoire de la Colombie. Mais comme d'autres soldats de fortune, ils sont une réponse à un monde où leurs services sont très demandés. L'histoire des mercenaires colombiens est aussi celle de la main cachée qui guide leurs actions dans le monde. En découvrant qui emploie ces mercenaires, nous comprenons leur véritable nature. Pour la sensibilité moderne, la guerre de mercenaires est généralement considérée comme dépassée. Les pays connaissent parfois des guerres ou des insurrections internes, mais les soldats de fortune étaient autrefois une relique de siècles passés. Depuis 20 ans, les sociétés militaires privées sont revenues à la mode, appréciées pour effacer la responsabilité de leurs clients, offrir à leurs clients la possibilité de nier leur implication de façon crédible et faire ce que leurs clients ne veulent pas faire eux-mêmes. Alors que des soldats et des citoyens non entraînés du monde entier sont devenus des mercenaires, la majorité d'entre eux proviennent seulement d'un petit nombre de nations. Ils viennent des États-Unis, de sociétés comme Blackwater, de Russie avec des groupes comme Wagner, du Soudan, d'Ouganda et aussi de Colombie, servant dans divers conflits par procuration et de faible intensité. Aujourd'hui, la Colombie connaît une forte demande intérieure pour ses soldats en raison d'un conflit civil toujours en cours qui a commencé au milieu des années 1960, précédé d'une décennie de grande violence. Au cours du conflit interne colombien, on estime que près de 41 000 combattants ont été tués entre 1958 et 2013, ainsi que plus de 177 000 civils. Dans un tel conflit, on imagine aisément le grand nombre de soldats ayant combattu, effectué leur temps de service, puis utilisé leurs compétences dans le secteur privé. Ce serait une chose si les mercenaires colombiens étaient simplement plus présents dans des compagnies de mercenaires multinationales que ceux d'autres pays. Les forces colombiennes forment seules des compagnies entières de mercenaires et apparaissent souvent dans des lieux improbables. Prenez la guerre civile au Yémen, où des paramilitaires colombiens sont apparus dès 2015. Ils constituaient de loin le plus grand contingent, avec 450 soldats d'Amérique latine au début, combattant pour les Émirats arabes unis. Leur ennemi était l'organisation rebelle Houthi, l'insurrection liée à l'Iran, qui avait déjà pris le contrôle de la capitale Sanaa et la détient toujours à ce jour. Au fil du temps, plusieurs milliers de mercenaires colombiens auraient été sur la solde des Émirats à tout moment. Leur expertise de la guerre de guérilla était reconnue, bien que les jungles colombiennes où ils avaient en débuté différaient autour des conditions de la péninsule arabique. Lors des conflits, ils ont combattu avec l'infanterie émiratie et saoudienne, soutenue par la force aérienne américaine et de la coalition. Selon un ancien mercenaire, les Émirats finiraient par opérer 3 bataillons principaux de mercenaires, dont l'un était composé d'environ 90% de Colombiens et un autre de près de 100%. En 2024, un rapport du Monde diplomatique estimait qu'au total, environ 10 000 Colombiens avaient servi au Moyen-Orient au cours de la décennie précédente, la grande majorité ayant été recrutés par les Émirats. À l'autre bout du monde, un groupe de mercenaires colombiens a fait une apparition spectaculaire en 2021, lorsque dans les premières heures du 7 juillet, ils ont pris d'assaut la résidence du président haïtien Jovenel Moïse lors d'une embuscade éclair. 26 agents colombiens ont envahi la maison de Moïse, l'ont violemment battu, lui ont tiré dessus à 12 reprises à bout portant, ont pris des photos du cadavre, ont pillé tout ce qu'ils pouvaient et se sont échappés des lieux. La plupart ont été arrêtés par la police haïtienne ou retrouvés à l'étranger, d'autres tués lors d'échanges de tirs. Dès le début, la mort de Moïse a été jugée très suspecte. D'habitude, il vivait sous haute protection, mais il n'était protégé que par 6 gardes le jour de sa mort. 2 étaient des informateurs et les autres n'ont même pas essayé de résister à ce qui se passait. Les mercenaires, recrutés via une société de sécurité de Miami, avaient d'abord été informés qu'ils devaient en protéger Moïse, pas l'assassiner. L'épouse de Moïse, l'homme nommé Premier ministre après sa mort, et un ex-chef de la police nationale ont tous été inculpés pour conspiration dans sa mort. Un médecin d'origine haïtienne qui a orchestré le plan aurait voulu devenir président après la mort de Moïse.
La guerre en Ukraine a éclaté et à partir de 2022, des soldats colombiens se sont portés volontaires en grand nombre pour des unités étrangères ukrainiennes, plus que ceux de toute autre nation. La plupart des Colombiens vendaient la plupart de leurs biens en Colombie avant de voyager vers la République dominicaine, puis la Belgique, la Pologne et enfin l'Ukraine en voiture ou en bus. Après sélection, ils rejoignaient pour des bataillons d'infanterie spécialisés ou la Légion internationale, avec juste le temps d'ouvrir un compte et de recevoir leur salaire. Selon le rapport déjà cité du Monde diplomatique, les Colombiens avançaient souvent vers les lignes de front, surtout au début. Pour citer cet article, une vidéo virale YouTube de 2023 montre des mercenaires se plaignant de mauvais traitements, recevant en réponse des gaz lacrymogènes. « Ils me traitent comme un chien, alors que j'ai un putain d'éclat d'obus dans le bras pour avoir défendu mon putain de pays », crie un soldat. Fin de citation. D'après ce rapport, l'Ukraine n'a souvent pas indemnisé les familles toxines de Colombiens morts au combat. Les plaintes pour xénophobie et mauvais traitements étaient fréquentes. Lorsqu'ils meurent, leurs corps ne sont pas honorés. Personne ne les considère comme des héros. En cas de violation des droits de l'homme ou de crimes de guerre, ils sont personnellement responsables. Fin de citation. Toutefois, ce qui ne fait que souligner la force des facteurs qui poussent les anciens combattants colombiens vers le service militaire, ils ont continué à partir en Europe de l'Est. Un rapport de 2026 du journal de Bogota indique que les Colombiens sont désormais le principal groupe de combattants étrangers sur les lignes de front ukrainiennes. Le rapport cite des enquêtes qui estimaient qu'entre 1000 et 2000 mercenaires colombiens se trouvaient sur le sol ukrainien au moment de la publication, sur un total estimé à 7000 qui avaient servi aux côtés de l'Ukraine à un moment donné. Cela équivaut à près d'un quart des combattants étrangers déployés dans la zone de conflit. Et sur ces 7000, entre 300 et 550 ont été tués jusqu'à présent. Leurs rôles ont évolué récemment. Ils opèrent désormais des drones ou participent à la construction de fortifications derrière les lignes ukrainiennes, qu'ils peuvent gagner entre 3 et 5 000 $ américains par mois, soit plusieurs fois la valeur de leur pension militaire, qui s'élève à 400 $ américains par mois, soit à peine 25 $ de plus que le salaire minimum colombien. Leur solde de combat en Ukraine n'inclut pas les primes à la signature, les primes de risque ou les indemnités en cas de décès, qui sont désormais versées plus régulièrement. Techniquement, les soldats colombiens en Ukraine ne sont pas des mercenaires. Ils sont engagés comme soldats ukrainiens sous l'autorité du commandement militaire ukrainien. En réalité, ce sont simplement des mercenaires sous un autre nom. Mais parmi tous les déploiements de mercenaires colombiens très médiatisés de la dernière décennie, aucun n'a autant terni leur réputation que leur implication dans la guerre civile soudanaise. Pour ceux qui ne seraient pas au courant des détails de ce conflit chroniquement sous-médiatisé, la guerre civile soudanaise fait rage depuis 2023 et elle a été marquée par à peu près toutes les atrocités imaginables, y compris le génocide. Le nombre de morts est pratiquement impossible à calculer, mais les estimations les plus réalistes suggèrent qu'il se situe autour de 400 000 morts, voire plus, ce qui la place globalement au même niveau que la guerre en Ukraine. Elle oppose le gouvernement militaire au pouvoir au Soudan, les forces armées soudanaises, ou FAS, et une organisation paramilitaire dissidente appelée les Forces de soutien rapide, ou FSR. Même s'il s'agit d'une de ces guerres où il est littéralement impossible de considérer l'un des camps comme les gentils, il est juste de dire que les FSR sont de loin les pires. Et les FSR bénéficient du soutien des Émirats arabes unis, le même État du Golfe riche en pétrole qui emploie en abondance des mercenaires colombiens. Les Émirats nient régulièrement soutenir les FSR, et donc ils nient aussi régulièrement envoyer des mercenaires colombiens combattre à leurs côtés. Les premiers détachements colombiens ont débarqué au Soudan peu après le début du conflit. Depuis leur arrivée, les Colombiens ont été accusés de toutes les atrocités et crimes contre l'humanité qui ont marqué le conflit soudanais. Selon un rapport de 2026 du Africa Defense Forum, de nombreux Colombiens ont été amenés à combattre aux côtés des FSR sous de faux prétextes, d'abord recrutés aux Émirats, puis redirigés via la Libye ou la Somalie pour atteindre le Soudan. Le rythme du recrutement est tel qu'une base aérienne gérée par les Émirats à Bessasso, au Puntland, a connu pendant des années une intense activité pour soutenir des transferts de personnel quasi continus. Selon un mercenaire cité dans le rapport du Forum de la défense africaine, il s'agit de traite d'êtres humains. Ils nous engagent pour une mission, puis nous font en accomplir une autre. Fin de citation. La plupart rejoignent le bataillon des loups du désert à leur arrivée. Bien que beaucoup arrivent sans vraiment comprendre leur engagement, leurs unités sont complices ou responsables de certains des pires comportements de guerre sur Terre. Un journaliste d'investigation colombien, Santiago Rodríguez Alvarez, a rapporté dans le média La Sierra Vacía que les mercenaires de son pays aidaient à former des enfants soldats.
Comme l'a expliqué l'un de ses contacts, un mercenaire au nom de code César dans le rapport, je cite, « Ils m'ont envoyé comme instructeur dans des camps d'entraînement, des camps où l'on amène 1000, 2000, voire 3000 Soudanais pour les former. » Il y avait des enfants de 10, 11 et 12 ans. Il y avait aussi des personnes de 20 ou 30 ans, mais beaucoup d'enfants. Beaucoup. Fin de citation. César et d'autres Colombiens travaillaient à Niala, où ils gardaient un aérodrome stratégique, et dirigeaient aussi des camps d'entraînement de 4 à 5 semaines pour des conscrits soudanais forcés, dont beaucoup d'enfants. Comme l'a expliqué à l'époque l'expert des conflits Justin Lynch, je cite à nouveau, « Il n'est pas surprenant que des enfants soldats soient formés par ces mercenaires. Les FSR ont intensifié le recrutement forcé d'enfants soldats ces derniers mois parce qu'il manque de troupes régulières. Ils ont menacé d'attaquer les villages qui n'envoient néanmoins pas d'hommes et de garçons rejoindre les FSR dans tout le Darfour. » Fin de citation. Ce mercenaire colombien, César, expliquait la situation différemment. Nous vous conseillons d'avancer d'environ 20 secondes si vous ne souhaitez pas entendre quelque chose de vraiment horrible. Citation. Tous mes camarades là-bas en parlaient, nain. Quel dommage pour ces gamins, parce qu'ils se font tuer en première ligne si rapidement. Les mercenaires colombiens étaient également actifs autour du camp de réfugiés de Zamzam, avant et pendant sa prise par les FSR en avril 2025. Un acte qui a déplacé environ 400 000 personnes et qui a été suivi par la destruction de la majeure partie du camp et sa transformation en caserne militaire des FSR. Peu de temps après, ils ont aidé à provoquer la chute de la ville d'El Fasher, où diverses estimations suggèrent qu'entre 10 000 et plus de 60 000 civils auraient pu être exécutés lors d'une campagne de nettoyage ethnique. Un enquêteur du laboratoire de recherche humanitaire de Yale a suggéré que dans les 10 jours qui ont suivi la chute d'El Fasher, plus de personnes ont été tuées que les 68 000 qui ont été tuées pendant toute la guerre à Gaza. D'après un rapport d'avril 2026 de Conflict Insights, des mercenaires de Colombiens ont piloté des drones, formé des soldats et étaient trop présents lors de la prise d'Al-Fasha par les RSF, où la CPI a conclu à des crimes de guerre et contre l'humanité. Fin de citation. Le business de la guerre. Qu'ils combattent au Yémen, en Ukraine, au Soudan ou ailleurs, les mercenaires colombiens sont désormais une présence fréquente dans les conflits majeurs et coûteux dans le monde. Mais leur implication actuelle dans ces conflits n'est pas un hasard. Les soldats et paramilitaires colombiens appartiennent à un complexe industriel mercenaire en expansion depuis un demi-siècle, où leur expertise, formation spécialisée et coûts abordables les rendent très attractifs pour une clientèle mondiale. Comme déjà mentionné, la Colombie connaît des conflits civils, d'intensité variable depuis la fin des années 1940. Leur implication dans les activités paramilitaires date des années 1980, quand des organisations paramilitaires d'extrême droite ont été mises en contact avec des instructeurs israéliens via la collaboration avec le renseignement colombien. À cette époque, Israël envoyait du personnel d'entraînement sur le sol colombien pour former des mercenaires qui allaient ensuite former un groupe appelé les AU, que Al Jazeera a qualifié en 2003, je cite, « de pire violeurs des droits de l'homme de toutes les Amériques ». Fin de citation. Pour référence, les AUC sont accusés d'avoir régulièrement tué des paysans et des dirigeants syndicaux pour le gouvernement colombien, ainsi que d'avoir commis des massacres, disparitions forcées, pillages et violences sexuelles durant la guerre dont nous ne pouvons pas détailler ici sur YouTube. Des dizaines des meilleurs AUC ont ensuite été envoyés en Israël pour une formation avancée, y compris le chef paramilitaire Carlos Castaño qui a écrit dans son autobiographie, je cite, « J'ai appris une infinité de choses en Israël, et à ce pays je dois une partie de mon essence, de mes réalisations humaines et militaires. » Fin de citation. L'héritage paramilitaire débuté dans les années 1980 s'est fortement accru au début des années 2000. À partir des derniers mois de l'administration Clinton aux États-Unis, les Américains ont lancé une initiative appelée Plan Colombie, initialement conçue pour aider la Colombie à mieux éradiquer les cultures de drogue dans les campagnes. Sous George W. Bush, le plan a pris de l'ampleur, avec le recrutement de sociétés militaires privées pour former les forces spéciales et les troupes colombiennes, puis les paramilitaires. La société américaine disposait de la majeure partie de 10 milliards de dollars d'aide, ce qui équivaut à près de 20 milliards de dollars seulement aujourd'hui. Alors que le plan Colombie n'a obtenu que des résultats mitigés au mieux, selon les observateurs internationaux, et a accumulé un bilan des droits de l'homme plutôt douteux, le programme a également permis de créer un lien entre les soldats colombiens et les groupes de mercenaires américains, en particulier l'organisation connue sous le nom de Blackwater. Cela s'est avéré être une rencontre plutôt prometteuse, du moins du point de vue des personnes impliquées, car 3 ans après la mise en œuvre du plan Colombie, les États-Unis ont commencé leur invasion de l'Irak.
À ce stade, les spectateurs familiers du travail de Blackwater en Irak voient déjà où cela mène, mais il faut aussi expliquer cela en détail. Blackwater a commencé à recruter des vétérans colombiens en 2005 et s'est rapidement rendu compte qu'ils étaient particulièrement adaptés à l'occupation en cours. Les Colombiens étaient prêts à travailler pour bien moins que les recrues américaines ou européennes, et allaient aussi être très sous-payés malgré leur faible salaire. Les Colombiens appliquaient dans les contre-insurrections de style guérilla l'expertise déjà montrée dans tous les autres conflits évoqués. Ils protégeaient surtout les raffineries et autres sites importants avec des contractuels chiliens, péruviens, salvadoriens et d'autres nationalités. Moins de Colombiens ont aussi opéré en Afghanistan, soutenant les actions des États-Unis et de la coalition. Cette relation durant la guerre sera utile au fondateur de Blackwater, le notoire Erik Prince, quelques années plus tard. Erik Prince a quitté son poste de PDG de Blackwater en 2009, après une série de scandales qui ont culminé avec le massacre de South Square en 2007, mais il est rapidement passé à d'autres activités. Après Blackwater, son premier contrat était un autre travail. À vous de deviner si vous voulez. Oui, c'est aux Émirats Arabes Unis qu'Erik Prince a été chargé de former une armée de mercenaires, recevant plus d'1 demi-milliard de dollars. La logique des Émirats était simple. Le pays comptait une toute petite population de citoyens émiratis qui eux-mêmes s'intéressaient très peu au service militaire et de toute façon, Abu Dhabi avait d'autres priorités plus importantes. Même à l'époque, le pays travaillait déjà à sa transformation en un havre high-tech étincelant pour expatriés tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et il allait avoir besoin d'une force armée permanente sur laquelle on pouvait compter pour accomplir les missions. Non seulement pour défendre la souveraineté émiratie et se prémunir contre les attaques terroristes, mais aussi pour garder un contrôle strict sur les centaines de milliers de travailleurs étrangers dont le pays dépendait. Prince a déménagé à Abu Dhabi pour travailler sur une solution, et pour constituer le cœur de ce nouveau service de sécurité, il a choisi les Colombiens. L'opération était juridiquement floue et risquait d'attirer l'attention à cause de l'implication du prince. Ainsi, lorsque d'anciens soldats colombiens ont été recrutés pour la nouvelle entreprise, ils ne sont pas venus à Abu Dhabi en tant que mercenaires engagés. Ils se sont fait passer pour ouvriers du bâtiment avant de disparaître dans le réseau de mercenaires tenus discrets par le prince. Encore une fois, les Colombiens ont été choisis pour leur combinaison de tarifs relativement bas et d'une grande expertise opérationnelle, ainsi que pour leur capacité à satisfaire une autre règle que la nouvelle unité devait respecter. Selon une enquête du groupe de presse américain Truthout, Prince avait instauré la règle, je cite, « Ne faites de mal à aucun musulman ». Monsieur Prince avait averti que les soldats musulmans n'étaient là pas considérés comme fiables pour tuer d'autres musulmans. Auparavant, les mercenaires étaient principalement recrutés par une société appelée Global Enterprises, qui est d'ailleurs un nom fantastique pour une entreprise paramilitaire obscure, et son dirigeant, un ancien commandant des opérations spéciales nommé Oscar Garcia Bat. Mais Bat n'était pas seulement un recruteur, il était l'un des principaux responsables au sein de la société de mercenaires elle-même, et commandait les soldats engagés une fois qu'ils arrivaient aux Émirats. La base, ils étaient logés principalement dans une base appelée Zayed Military City, s'entraînaient quotidiennement, apprenaient auprès d'instructeurs américains et d'autres instructeurs occidentaux, et touchaient des salaires environ 5 à 8 fois supérieurs à ce qu'ils auraient reçus comme soldats dans leur pays d'origine. Les meilleurs gagnaient encore plus. Selon un article du New York Times de 2015, leur force a été créée pour assurer surtout des missions intérieures, protéger des oléoducs et infrastructures sensibles, et éventuellement réprimer les émeutes dans les grands camps de travailleurs étrangers aux Émirats. Même à l'époque, les Colombiens savaient qu'ils pourraient travailler à l'étranger, mais pensaient surtout combattre des pirates somaliens en mer ou traquer Al-Qaïda dans les zones frontalières désertiques. Une guerre à grande échelle à l'étranger était toujours possible, mais surtout théoriquement, car les Émirats Arabes Unis étaient considérés comme un havre de paix dans un Moyen-Orient dangereux. Finalement, les conséquences du printemps arabe se sont étendues trop loin pour que les Émirats puissent les ignorer, les poussant à lancer l'intervention au Yémen que nous avons mentionnée précédemment aux côtés de l'Arabie Saoudite. Avant même l'implication de leurs hommes de main colombiens et le début du conflit, le gouvernement colombien tentait déjà de modifier la situation. Selon le Times, Bogota a fait un effort considérable pour parvenir à un accord avec les dirigeants émiratis, limitant le nombre de mercenaires que les Émirats accepteraient. En soi, le refus d'Abu Dhabi confirmait la valeur unique que les forces colombiennes apportaient. S'ils n'étaient pas supérieurs à d'autres mercenaires, les Émiratis auraient pu trouver des remplaçants partout ailleurs. Les estimations suggèrent qu'ils ont intensifié leurs efforts, recrutant les meilleurs soldats de Colombie alors que leur pays aurait préféré les garder sous contrat.
Avec le temps, le secteur qui soutient le réseau de mercenaires colombiens a quelque peu évolué, mais dans l'ensemble, il repose toujours sur diverses affaires louches. Un homme d'affaires émirati possède l'entreprise qui recrute les Colombiens pour les FSR, le Global Security Services Group, et d'autres sociétés émiraties ou liées aux Émirats sont responsables de leur soutien, de leur déplacement, de leur formation et d'autres besoins essentiels. Ailleurs, des entreprises opèrent à la fois sur le sol colombien et à l'étranger, approchant d'anciens soldats et établissant des relations avant de leur proposer des opportunités de servir à travers le monde. À ce stade, les soldats sont souvent recrutés par le bouche à oreille, informés des nouvelles opportunités par d'anciens camarades partis vers des emplois mieux payés. Parfois, leur argent provient directement des caisses de l'État, parfois de mécènes privés ou de sociétés écrans. Les instances internationales chargées des sanctions ont tenté de s'y opposer, mais la finance des missions de mercenaires évolue souvent plus vite que la réglementation qui doit l'arrêter. Une commodité mondiale. Au centre de l'industrie des mercenaires colombiens se trouvent ces jeunes hommes, souvent issus de communautés rurales défavorisées où les opportunités sont rares. La plupart ont servi quelques années dans l'armée en Colombie avant de chercher du travail ailleurs. En choisissant de se battre dans leur pays, certains d'entre eux étaient motivés par le patriotisme, d'autres par le désir de protéger leur communauté contre les groupes insurgés et les syndicats du crime, et d'autres encore par le salaire. Mais lorsqu'il s'agit d'envisager un travail de mercenaire, le désir d'adrénaline ou d'aventure est presque toujours secondaire. Les forces PETA qui poussent les mercenaires colombiens sont d'ordre économique. Les soldats colombiens gagnent convenablement leur vie. Les conscrits ne touchent qu'une solde de base faible, mais les professionnels peuvent percevoir plus de 700 $ par mois, près du double du salaire minimum. Cependant, nombre de ces soldats n'ont pas de perspective après leur service militaire. Une fois qu'ils retournent à la vie civile, leurs pensions sont garanties, mais bien trop faibles pour en vivre. Une très grande part choisit le service militaire dès le départ parce qu'il manquait d'une éducation solide ou des moyens d'en obtenir une. En Colombie, de nombreux anciens combattants manquent encore de perspectives économiques après leur service, malgré une légère amélioration ces dernières années, et il reste beaucoup à faire. En 2021, l'armée colombienne proposait une année de formation à la réinsertion à ses soldats pour apprendre divers métiers, puis leur retirer leurs avantages au moment où ils devaient en faire face à des dettes et charges financières et sociales. Pour ces anciens soldats, le travail de mercenaire est tentant de la même manière qu'il attire d'autres anciens soldats à travers le monde. Passer quelques années à servir à l'étranger à un poste où ils finiront probablement par faire la garde la plupart du temps, et ils pourront finalement rentrer chez eux et vivre comme des rois. Après tout, ils ont une vraie expertise, mais pas celle qui leur permettra d'obtenir un travail de bureau. Comme l'a dit un ancien commando lors d'une interview en 2021 avec le New York Times, nous sommes les machines de guerre. C'est pour cela que nous avons été formés. Fin de citation. Il est tout aussi pertinent de noter que les soldats colombiens sont des recrues idéales pour devenir mercenaires, non seulement parce qu'ils acceptent des contrats relativement peu rémunérés, mais aussi parce qu'ils sont très nombreux à chercher à s'engager en même temps. Après tout, ils viennent d'un milieu commun, ils partagent une langue commune, ils sont familiers avec un style de combat spécifique dans un environnement partagé, et ils sont tous habitués aux coutumes et à la culture de la même armée. Au lieu d'intégrer des recrues diverses à une nouvelle structure paramilitaire à laquelle elles ne sont pas habituées, les groupes utilisant des Colombiens peuvent simplement adopter le modèle colombien. Mieux encore, ces soldats maîtrisent une guerre de guérilla asymétrique répandue dans le monde, mais que de nombreuses armées, notamment celles des États du Golfe, peinent à affronter avec leurs forces inexpérimentées et formées de façon classique. Ils excellent à répondre aux mouvements des forces insurgées, voire à les anticiper, et ils possèdent des compétences de reconnaissance dans des environnements hostiles qui ne peuvent être maîtrisés qu'avec l'expérience, une expérience que les forces du Golfe n'ont tout simplement pas. Bien sûr, ils peuvent aussi changer de camp et travailler avec les syndicats criminels de leur pays d'origine. Cette voie fréquente conduit souvent des soldats colombiens en service à affronter violemment d'anciens vétérans qui étaient à leur place il y a peu d'années. Mais travailler pour les cartels et les réseaux criminels est une proposition particulièrement dangereuse, bien plus risquée que de simplement monter la garde dans une raffinerie de minerais au milieu du désert. Ainsi, quand d'anciens soldats colombiens reçoivent une offre de travail comme mercenaires sous de faux prétextes, il est assez simple de les convaincre d'accepter, avant de révéler qu'ils serviront avec les FSR. Les frontières floues entre travail militaire, criminel et mercenaire en Colombie sont aussi utiles pour une autre raison. Souvent, à leur arrivée sur le terrain, les mercenaires colombiens sont déjà plus habitués aux zones grises de la guerre moderne que ceux venus d'ailleurs. Ces mercenaires n'aiment peut-être pas, par exemple, former des enfants soldats ou assassiner un président étranger.
Mais il leur sera sans doute plus simple d'accepter cette idée qu'à un ancien soldat n'ayant jamais connu d'autres difficultés durant son service dans l'armée nationale. Malgré les rapports fournis par le gouvernement colombien, il est largement admis que le conflit dans les jungles et les zones rurales de la Colombie peut être, disons, moralement complexe. En Colombie, des groupes locaux ont tenté de contrer le mercenariat depuis des années, mais avec une efficacité partielle. Après l'assassinat du président d'Haïti en 2021, d'anciens combattants colombiens ont alerté sur le problème, non pour blâmer leurs ex-camarades partis à l'étranger, mais pour mettre en avant les raisons rendant les emplois de mercenaires si attirants. Comme souligné et rappelé par les défenseurs colombiens, la sous-traitance militaire privée est un milieu difficile. Il est largement non réglementé et les responsables refusent de compromettre leurs services pour quelque raison que ce soit. Si des milliers de Colombiens se présentent à leur porte en disant qu'ils sont prêts à se battre, ils seront alors intégrés très rapidement à un appareil militaro-industriel privé et transférés dans n'importe quel endroit où leurs compétences seront les plus utiles. Récemment, le président colombien Gustavo Petro a alerté sur le danger du mercenariat à l'étranger, dénonçant cette exploitation et appelant à des réformes et pressions sociales pour empêcher les départs de Colombiens. Petro et d'autres dirigeants ont dû comprendre les coûts politiques d'exporter des mercenaires, comme lorsque Petro a présenté des excuses au nom de la Colombie pour le rôle de Colombiens dans l'assassinat du président haïtien. En 2024, le ministère des Affaires étrangères colombien s'est aussi excusé après qu'un média d'investigation de Bogota a révélé que plus de 300 ex-soldats étaient partis combattre avec les FSR au Soudan. En même temps, même les Colombiens qui ont franchi le pas peuvent parfois se retrouver à exprimer des regrets. Un mercenaire en mission en Ukraine a déclaré au journal de Bogota « Dites aux Colombiens de ne pas venir. Plus meurent qu'ils ne reviennent ». Bien que le gouvernement colombien ait tenté de sensibiliser le public à ce problème, il développe aussi des liens plus étroits avec le pays qui recrute le plus de mercenaires colombiens et les envoie dans les zones de guerre où ils commettent le plus d'atrocités. Il s'agit bien sûr des Émirats arabes unis. Sous Petro, la Colombie a intensifié ses liens commerciaux et sécuritaires avec les Émirats arabes unis, dont la famille dirigeante a racheté d'importantes entreprises colombiennes grâce à sa grande richesse. En 2024, les deux pays ont signé un accord de partenariat économique global, et aujourd'hui, les Émirats financent toujours l'expansion rapide de l'infrastructure numérique colombienne. En 2026, les mercenaires colombiens se répandent dans le monde, leur demande ne cessant d'augmenter. L'année dernière, les Colombiens ont été recrutés par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour remplacer les mercenaires roumains partis en janvier 2025. Là-bas, ils servent aux côtés des forces congolaises contre le groupe rebelle M23 ainsi que d'autres forces insurgées qui ravagent les provinces orientales riches en ressources. En Haïti, des mercenaires liés à Erik Prinsen prennent de l'importance contre l'insurrection, et les opérateurs colombiens formés à la guerre de drones façon ukrainienne répondent à ces besoins. Ils reviennent, comme à Abu Dhabi, pour renforcer leurs capacités militaires après les attaques iraniennes cette année et s'engager dans une probable longue série de conflits par procuration au Moyen-Orient. Ces combats pourraient avoir lieu au Yémen, en Libye, en Somalie, en Irak et ailleurs. Pendant ce temps, l'armée colombienne ne cesse de s'étendre. Il y a eu des tentatives modestes pour faciliter la vie des anciens soldats en Colombie, mais plus de 13 000 soldats colombiens ont mis fin à leur service de manière anticipée, volontairement, parce qu'ils ne voulaient pas continuer à travailler pour le gouvernement Petro. À l'étranger, leur travail reste dangereux, ils sont toujours moins bien payés que leurs homologues étrangers, et ils font l'objet d'un examen constant de la part des Nations Unies, de la Cour pénale internationale et d'autres instances mondiales concernant leur rôle. Mais maintenant, comme toujours, cela n'a pas d'importance. Il y a un travail difficile à accomplir, combattre et mourir dans la guerre de quelqu'un d'autre. Et malgré les risques, les anciens soldats colombiens sont prêts à le faire. Merci de nous avoir regardés.